Bonjour, bienvenue. Je suis Alexis Brenner, auteur du blog Les 10 meilleurs livres de développement personnel.com. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un invité qui va vous intéresser, Christian Arnaud. Christian est l'auteur d'un blog et il est également coach en développement personnel. Aujourd'hui, je souhaite inviter Christian à nous révéler ses 5 secrets du développement personnel, les secrets qu'il souhaiterait révéler aux jeunes. Mais avant tout, bonjour Christian. Bonjour Alexis. Peux-tu te présenter et nous dire quel est ton parcours? Bon, écoutez, je m'appelle Christian Arnoux et donc merci Alexis de me permettre de pouvoir parler de ces thèmes qui me sont chers depuis longtemps. Je dirige à Strasbourg un cabinet de conseillers de formation qui a une spécialité, un cœur de métier qui est tout ce qui est le management des situations de crise relationnelles. Donc j'interviens aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif pour accompagner donc des personnes de l'entreprise, mais aussi des particuliers qui, effectivement, dans leur vie de tous les jours, peuvent subir des contraintes liées particulièrement à la relation à l'autre. Oui, alors Christian, quels sont les éléments qui t'ont conduit à te lancer dans le développement personnel? Ah, ça c'est une très très bonne question. Je dirais que c'est plus par nécessité au départ que par envie. Oui, c'est-à-dire que j'ai passé quelques années, pour faire un peu bref sur mon histoire, chez les commandos marines. Donc les commandos marines, c'est un corps d'élite de l'armée française. Et à ce titre, j'avais donc été conditionné physiquement et mentalement à obtenir un certain nombre de résultats, évidemment, toujours liés à ce qu'est ce corps d'élite, c'est-à-dire effectivement avoir des capacités physiques et mentales les plus sophistiquées possibles pour pouvoir intervenir sur des missions et de faire en sorte que mon intervention et celle de mes collaborateurs, de ceux de mes compagnons, soient le plus performants possible, évidemment, pour que la mission soit réussie. Mais en même temps, quand on sort de ce type d'entraînement pendant plusieurs années, il reste, comment je dirais ça, quelques séquelles. Quelques séquelles qui ne sont pas forcément en plus très adaptées ou très adaptables au monde de la vie civile. Alors, surtout quand je suis arrivé dans cette vie civile sans vraiment trop savoir quoi y faire, j'avais bien quelques acquis évidemment de l'armée, mais pas très transposables. J'ai passé un certain nombre d'années dans des conditions, on va dire, assez lamentables. Pourquoi? Simplement parce que perdu dans un monde que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais plus. Évidemment, cette transition, ce passage qui s'est fait difficilement a abouti à des comportements que je qualifierais de délinquants. Et cette délinquance, finalement, aurait pu, à un moment donné, m'amener beaucoup plus bas que je n'avais estimé. Vous savez, il est toujours plus facile de descendre que de monter. Donc c'est plus par nécessité, en fait, parce que je m'étais rendu compte que j'étais arrivé à un point, s'il n'y avait pas là quelque chose qui se retournait, quelque chose qui se modifiait, quelque chose qui changeait dans ma vie, je ne sais pas aujourd'hui où je serais. Et Christian, quels seraient les exemples de changements dans votre vie? Quels sont les faits marquants je dirais que t'as apporté ce travail de développement personnel? Alors, je dirais déjà au départ, j'aimerais, si j'en ai quelques secondes, parler de qu'est-ce qui a fait que ce changement a été possible. Oui. En réalité, je crois vraiment aujourd'hui de plus en plus au fait que nous sommes entourés, à un moment donné, d'événements ou de personnes qui viennent dans notre histoire nous accompagner. J'aime une maxime qui dit quand le disciple est prêt, le maître arrive. Il m'a semblé qu'à ce moment-là de rupture dans lequel j'étais, dans cette nécessité dont je parlais tout à l'heure, que j'ai dû faire une demande. Je pense que j'ai dû faire une demande extrêmement puissante de m'en sortir sans savoir vraiment comment. Et là, j'ai fait une rencontre d'une personne remarquable. Je vais le nommer, il s'appelle Dominique Causien. Et je pratiquais déjà les arts martiaux à ce moment-là, mais cette personne qui voyageait 6 mois par an en Asie et qui allait dans une école d'arts martiaux chinois à Penang, c'est une petite île qui se trouve sur la côte ouest de Malaisie, m'a permis, parce que je l'ai rencontré dans des circonstances assez particulières qui seraient trop longues à raconter ici, mais c'est en fait cette rencontre de cette personne remarquable qui a chez moi impulsé le changement, la modification et surtout la compréhension qu'il était tout à fait possible de vivre différemment à partir d'où que nous soyons venus, en fait. C'est-à-dire que le changement le plus remarquable, si c'est ça la question, c'est surtout de comprendre que d'où que nous venions, quoi que nous ayons fait, quelle que soit notre psychologie à ce moment-là, quels que soient nos comportements, il y a toujours à un moment donné une solution pour s'en sortir. Ça, je crois que vraiment, c'est le grand bouleversement,
tournant de mon histoire, c'est de comprendre ça. Et encore aujourd'hui, quand je rencontre des personnes, quand je les accompagne et qui semblent là me dire qu'ils sont dans une impasse relationnelle, une impasse professionnelle, une impasse financière, j'ai toujours en mémoire ce moment de ma vie qui est une expérience que j'ai dans ma chair, qui m'a permis de vivre cette idée que il est possible, tout le temps, à tout moment et à chacun d'entre nous, avec juste bien sûr, il faut qu'on soit un petit peu favorable à ce changement, il faut avoir envie de ce changement, mais que c'est possible pour tout le monde. Ça, je crois que c'est la grande révélation de ce moment-là. Merci pour cet enseignement, Christian. Et aujourd'hui, si tu avais tu vois, des jeunes en face de toi et quels seraient les 5 secrets ou les 5 conseils de développement personnel que tu aimerais leur transmettre? Alors, 5 conseils, 5 secrets. Alors, je crois vraiment, fondamentalement, surtout dans les techniques de développement personnel, hein, il y a des tas de sites, il y a des tas de personnes, il y a des tas de gens qui parlent aujourd'hui de développement personnel. Je pense vraiment qu'il y a un endroit et un élément qui est fréquemment oublié, c'est le corps. Le premier conseil, la première recette, cultivez votre physique, cultivez votre corps. Votre corps, c'est l'outil de locomotion dans lequel vous allez habiter toute votre vie. Si lui va mal, je peux vous assurer que quoi que vous fassiez mentalement, vous aurez énormément de mal à trouver une solution. Le corps est un outil puissant, il est remarquable, il faut l'entraîner, il y a de la mécanique, il faut huiler les articulations. Alors, souvent on me dit, mais quel type d'activité? Alors là, c'est vraiment à loisir, c'est au choix, c'est ce que vous voulez. Ça peut être du jardinage, ça peut être du yoga, ça peut être de la course à pied, ça peut être de l'escalade. Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui fait en sorte que votre corps se réanime, se remet en mouvement, bouge, va permettre effectivement de garder en réalité une vitalité, parce que ce corps va ne s'user, comme le cerveau d'ailleurs, que si l'on n'en s'en sert pas. Donc utilisez votre corps, pensez à lui, soignez-le, respectez-le. Il y a des tas de possibilités aujourd'hui au niveau associatif, au niveau club, au niveau même dans le plein air, outdoor. Faites des randonnées en forêt, c'est des choses remarquables. Allez vous relaxer ou faire quelque chose autour d'un lac. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Ça, c'est ma première recommandation. Première recommandation, Ah oui. entretenir son corps. Ah oui, c'est absolument vital. Et quelle serait ta deuxième recommandation? Alors, ma deuxième recommandation, qui va un peu dans le sens de la première, c'est, d'après moi, nous devons, alors quand je dis nous devons, je choisis volontairement ce verbe, c'est une obligation, nous devons, d'après moi, avoir une connaissance, alors pas aussi importante qu'un diététicien ou un nutritionniste, nous devons avoir connaissance des aliments que nous mangeons. L'alimentation est notre premier carburant. Je parlais tout à l'heure de l'activité physique, du corps qu'il faut entretenir, mais il faut bien sûr lui donner à ce corps un carburant qui corresponde évidemment au projet de vitalité. Donc nous devons avoir un certain nombre de connaissances, il y a des tas de livres remarquables là-dessus, informez-vous, lisez des choses, n'ingérez pas des choses qui ne sont pas digestes, il y a tellement d'aliments qui sont fantastiques, on parle des légumes, des fruits, et il est évident qu'il faut absolument connaître des choses comme ça. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé en coaching dans le milieu du sport de haut niveau. Il n'est pas question dans le sport, même amateur, mais surtout de sport de haut niveau, qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui soit produit au niveau de l'alimentaire. L'alimentation participe à la performance du sportif. Je crois que la plupart d'entre nous, nous sommes conscients de ça. Eh bien, nous aussi, même si nous ne sommes pas des sportifs de haut niveau, nous n'allons pas courir des tas de kilomètres sur un stade, nous n'allons pas faire les championnats du monde à Barcelone comme en ce moment en natation, mais nous sommes peut-être, nous, de ce qu'on pourrait appeler des athlètes du quotidien. Et nous-mêmes qui sommes des athlètes du quotidien, nous devons effectivement, comme ces sportifs, avoir un entretien grâce à l'alimentation. L'alimentation est primordiale. Nous mangeons entre 3 et 4 fois par jour. Chez les sportifs, ça peut être jusqu'à 5 ou 6 fois. Et là, on se rend bien compte de l'importance de ce carburant. Choisissez vos aliments, lisez des choses là-dessus, renseignez-vous. Si à un moment donné vous avez besoin, faites-vous suivre par un médecin nutritionniste ou un diététicien ou une diététicienne. Ces recommandations-là vont vous permettre, en choisissant les aliments qui vous sont personnalisés, vont vous permettre de maintenir un haut niveau de performance et de vitalité. Alors donc soigner l'énergie que nous apportons au corps. Je ne manquerai pas de te demander quelques conseils après. D'accord, volontiers. Quel serait ton troisième conseil? Alors, je crois que le troisième conseil, il sera plus mental. Je pourrais parler en fait de comment cultiver un état d'esprit gagnant.
C'est souvent difficile tout seul, vous savez, quand on a vécu un historique délicat ou difficile, quand on a des drames personnels, qu'on a vécu des traumatismes d'enfance. Il est très difficile, quand on parle d'état d'esprit gagnant, de l'obtenir juste comme ça. Alors, un truc que je pourrais vous donner, une belle recette, c'est entourez-vous le plus possible de personnes qui sont positives et optimistes. Vous devez prendre conscience, et nous devons tous prendre conscience, de l'influence que peut avoir notre environnement sur notre état d'esprit. Si nous fréquentons régulièrement des personnes défaitistes, déprimées, dépressives, oui, ce qu'on pourrait appeler en termes anglo-saxons des losers, vous savez, qui sont toujours en train de se plaindre parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce que ceci, parce que cela, parce que tel homme politique. Alors c'est sans doute à quelque part une réalité, mais après c'est se dire nous-mêmes, que retirons-nous de cette conversation? Que retirons-nous de cette relation à l'autre? Il y a autour de nous un certain nombre de personnes, peut-être rares, mais il faut faire une enquête, il faut les chercher, ces personnes qui sont optimistes et positives, mais c'est une des clés pour moi fondamentales d'être dans un environnement influençant dans lequel nous baignons dans un jus, évidemment, qui va nous permettre plus de nous développer, de faire de la croissance plutôt que de nous rabaisser ou de nous aplatir. J'ai un peu ce terme qui est un peu brutal, mais c'est un peu l'idée de nous faire écraser par la vie, par les circonstances. Donc, il y a autour de nous des gens qui ont réussi des choses remarquables. Vous savez, il suffit par exemple d'interroger même sa mère, son père, son grand-père, en lui posant justement cette question, mais toi, grand-père, tu veux bien me raconter comment tu fais pour réussir à faire ce truc, c'est genre pêcher, c'est cultiver ton jardin, comment c'est possible que tu fasses des fruits aussi remarquables? Vous savez, quand on parle d'optimisme, de positif, ce n'est pas forcément des choses qui apparaissent sur le terrain du monde comme des choses grandioses, ça peut être des petites choses du quotidien, mais qui permettent aux personnes qui le racontent, avec passion et enthousiasme, de vous transmettre quelque chose. On parlait d'énergie, je crois que vous avez parlé d'énergie tout à l'heure. Je pense que c'est une vraie transmission énergétique dans le fait que nous soyons évidemment entourés de personnes comme ça. Il n'y en a peut-être pas tellement autour de vous en ce moment. Cherchez-les et surtout, trouvez-les. Je suis content de t'avoir invité aujourd'hui parce que je pense avoir trouvé justement la personne qui apporte un esprit positif dans mon environnement aujourd'hui. Merci. Et je te remercie. Oui. Aurais-tu un secret ou un conseil supplémentaire pour les jeunes? Un quatrième conseil? Oui, nous avons, quand je fais beaucoup de coaching et de formation dans les entreprises, voire avec des particuliers, il y a quelque chose qui est remarquable. En fait, qu'est-ce qui est remarquable? C'est le fait que nous avons une tendance naturelle à nous déresponsabiliser. C'est-à-dire que nous allons responsabiliser la vie, le chef d'entreprise, la société, l'autre, le voisin, le chien du voisin, le temps qu'il fait, vous savez, et nous allons nous déresponsabiliser dans le fait que ce que nous avons, ce que nous vivons, n'est que dépendant de l'autre, et c'est à cause de l'autre, évidemment, que nous sommes dans cet état. Donc, je pense que nous avons là une forte responsabilité dans ce quatrième conseil que je pourrais donner, si je peux conseiller, mais au moins une clé, c'est bonifions notre attitude quotidiennement. C'est-à-dire que comment nous bonifions notre attitude, c'est déjà encore une fois le passage par le corps, mais par important, c'est comment nous tenons-nous dans la vie en général. Je parle également de posture, vous voyez, de posture physique, de posture mentale, de posture relationnelle, de posture par rapport à la vie. Sommes-nous des gens finalement qui nous affaissons sur nous-mêmes? Et on peut remarquer en fait quand on voit des gens se déplacer, des gens courir, des gens bouger, le corps qui ne ment pas lui, est évidemment le point de repère immédiat et idéal pour se rendre compte si la personne subit la vie ou si elle agit dans sa vie. Donc l'attitude, cultiver sa bonne attitude, c'est donc tenter une droiture, vous voyez, c'est une rectitude, c'est remonter et redresser sa colonne vertébrale, c'est réouvrir sa poitrine et sa respiration, mais c'est aussi cultiver une posture mentale à travers un certain nombre de valeurs, une ligne de conduite de vie, vous voyez, une forme d'éthique par rapport à soi. Je parlais tout à l'heure dans le corps du respect de soi, mais en même temps, ce respect doit être aussi tourné vers les autres. À partir du moment où je me respecte moi, que j'ai une droiture par rapport à moi, que j'ai un certain nombre de valeurs, que l'éthique, la responsabilité, l'honnêteté par exemple, la convivialité, la solidarité, l'enthousiasme, la vitalité, la simplicité, vous voyez, des valeurs qui conditionnent notre histoire et que nous tenons ce fil, que nous tenons ce cap, à ce moment-là, nous allons rentrer dans une attitude qui déjà sera formidable pour nous, parce que notre corps immédiatement et notre mental va en bénéficier,
Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que les gens que nous allons fréquenter en bénéficieront de façon secondaire. Et ça, quand je dis quotidiennement, c'est vraiment une culture quotidienne. Vous savez, quand on se lève le matin et qu'on peut avoir un plomb sur la tête, on a l'impression qu'on pèse 350 kilos ou plus de tonnes, l'attitude que nous allons avoir face à ce qui nous arrive va déterminer et conditionner le reste de notre vie, et bien sûr déjà de la journée, mais aussi le reste de notre existence. Donc cultiver et bonifier notre attitude quotidiennement, c'est vraiment un exercice. Il faut se méfier que la société dans laquelle nous vivons va plutôt avoir tendance à nous expliquer, à nous montrer les malheurs du monde. Or, nous pourrions, sans nous en rendre compte, si au quotidien nous n'avons pas une discipline ou une autodiscipline personnelle, y sombrer progressivement. Donc, cultiver et bonifier son attitude quotidiennement, vous venez de l'entendre là, ça justifie une qualité qui est nécessaire absolument pour nous tous, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline de se dire, je fais telle activité, je vais rentrer dans ces valeurs. Il n'est pas question que rien ni personne, jamais, puisse me faire modifier de ce cap si moi je l'ai choisi, avoir donc une force de caractère qui nous permette évidemment de pouvoir garder ce cap. Je te remercie beaucoup, Christian. As-tu un dernier conseil à nous proposer? Oui, j'en ai un. Et celui-là, il me paraît peut-être, sur les 4 que je viens de nommer, ce 5e me paraît tout à fait essentiel. Encore une fois, c'est par l'expérience, mon expérience, et bien sûr l'expérience de mon travail, où j'ai pu constater, chez la plupart d'entre nous, un abandon. Oui, c'est on parle, vous savez, souvent dans les techniques de développement personnel, il y a un terme qui m'alerte un petit peu, qui me rend attentif, c'est le fameux lâcher-prise. Oui. Attention à ce lâcher-prise, parce que il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ce mot de lâcher-prise, parce que c'est surtout pas un abandon. Or, je trouve aujourd'hui que la plupart d'entre nous, nous sommes rentrés dans un comportement, dans une attitude d'abandon. Nous lâchons prise, mais pas dans le bon sens du terme, vous voyez, nous lâchons dans le sens... Je lâche tout, je lâche mon corps, je lâche mon mental et tout ça. Donc, je crois que pour conserver les 4 premières qualités ou les 4 premiers conseils clés que j'ai donnés avant, c'est conserver définitivement un esprit révolutionnaire et un esprit critique. Je pense que c'est ça qui va nous tenir droit. La capacité de pouvoir rester lucide sur ce qu'on nous dit, sur ce que nous fait manger, sur ce que nous fait avaler comme information. La capacité de pouvoir, effectivement, à tout instant de notre vie, avoir un regard posé sur les choses, sur la vie, sur nous, sur les autres, le plus détaché possible. Mais pour cela, c'est avoir une forme de marginalisation positive. Ce n'est pas une délinquance qui nous extrait totalement du monde, mais c'est avoir la capacité élastique, presque souple ou flexible, de pouvoir bouger du centre, de la norme donc, du conformisme, pour aller jusqu'en bordure et y retourner dans ce mouvement d'aller-retour pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Alors ça peut être par des lectures croisées de journaux, par des écoutes de journaux télévisés aussi croisés, de différentes sources. C'est encore une fois voyager, bien sûr. Le voyage nous permet de nous enrichir parce qu'on rencontre des autres cultures, on rencontre d'autres manières de vivre, d'autres manières de comprendre les choses et se dire, tiens, je croyais qu'il n'était pas possible de vivre de cette façon et je souffre parce que je suis frustré en permanence de ne pas pouvoir obtenir cet objet ou cette chose dans une société marchande dans laquelle nous sommes. Alors qu'on se rend compte dans d'autres pays, il suffit d'aller au Népal ou dans d'autres pays pour se rendre compte que finalement il y a des tas de gens qui vivent de façon plutôt bienheureuse avec un minimum. Je pourrais reprendre un des termes de Pierre Rabhi, qui est un Algérien qui aujourd'hui est une personne remarquable, qui est pour moi comme un mentor, et qui propose la sobriété heureuse. Et vous voyez, dans ce terme, il y a quelque chose de remarquable. Et la sobriété heureuse, c'est la capacité révolutionnaire, critique, de pouvoir à un moment donné se dire, mais ne serait-ce qu'avec l'alimentation, mais si j'ai besoin de manger sur une échelle de 10, quand je suis à 3, j'ai plus faim, pourquoi manger 4, pourquoi manger 5? La sobriété heureuse, c'est juste, vous voyez, encore une fois, la qualité d'autodiscipline, de regard sur soi, de ce que nous voulons vraiment dans la vie, et de pouvoir rester sur ce que nous faisons, toujours avec ce détachement, ce regard qui est décalé, qui va nous permettre de prendre une conscience de plus en plus accrue sur les choses qu'on nous dit pour, en fait, réellement avoir toujours le choix. Parce que finalement, la clé de tout ça, c'est avons-nous aujourd'hui le choix? Je dirais de moins en moins, mais nous pouvons se réapproprier ce choix en gardant
cet esprit en nous, vous savez, qu'on a eu dans la petite enfance, dans ces volontés d'avoir des rêves absolus, d'avoir des ambitions incroyables, de pouvoir effectivement vouloir modifier le monde, changer le monde. C'est un esprit révolutionnaire, parce qu'on constatait déjà à ce moment-là que le monde dans lequel nous vivions n'était peut-être pas complètement conforme à ce que nous voulions qu'il soit. Alors continuons, à n'importe quel âge, qu'on ait 7 ans ou qu'on en ait 95 ou 100, vous savez, SL qui nous dit indignez-vous, c'est un peu dans ce sens-là. Restons un peu indignés, mais que cette indignation, en réalité, soit plus constructrice que destructrice. Voilà, je dirais, ma cinquième recommandation, et qui pour moi est probablement cette cinquième recommandation peut-être la plus pertinente, la plus vitale, parce que grâce à elle, vous comprenez bien que si nous conservons un esprit révolutionnaire et un esprit critique, cela va aboutir à quoi? À une droiture, à avoir des valeurs auxquelles on se rattache, à poser des choix, à donc forcément choisir son alimentation, avoir envie évidemment d'avoir une culture physique, de se cultiver pour avoir un corps dans une vitalité, parce que nous voulons évidemment proposer au monde un nouveau paradigme, un nouveau regard, et l'esprit révolutionnaire et critique, sans doute, est le tuteur global des 4 autres recommandations. Très bien, Christian, je te remercie beaucoup pour tous les enseignements que tu nous as apportés aujourd'hui. Vous pouvez contacter Christian par l'intermédiaire de son blog Ça pourrait aller mieux. Vous trouverez également le lien sur mon blog, les 10 meilleurs livres de développement personnel.com. Je vous remercie, à bientôt. Merci, au revoir.